Les avancées scientifiques progressent de nos jours à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple bénéficier d'une prothèse bionique comme dans les films de science-fiction. Les imprimantes 3D impriment des tissus humains et c'est sans parler du séquençage ADN qui permet de déceler à l'avance les maladies que vous allez développer. Bref, grâce à ces révolutions technologiques, nous allons vivre mieux et plus longtemps. Mais attention, tout le monde n'y aura pas droit, seuls les plus riches pourront bénéficier de cette technologie de pointe. Serons-nous bientôt immortels? C'est l'enquête de Sarah Hendricks et de Guillaume Volner. À l'aube du XXIe siècle, l'homme cyborg ne relève plus uniquement de la science-fiction. Des prothèses bioniques remplacent aujourd'hui les membres manquants de certains êtres humains, les transformant en hommes-machines. Roman Ochs a 42 ans. Cet Allemand a été amputé du bras gauche en 2014 suite à un grave accident de travail. Un an plus tard, il a la chance de bénéficier de ce bras bionique, une prothèse dernière génération entièrement dirigée par son esprit. S'il pense saisir un objet, la main mécanique le saisit. S'il pense relever le coude, sa prothèse obéit. Une révolution dans le monde de la robotique. Mon fils a 11 ans. Et quand il m'a vu la première fois, il m'a dit « Papa, tu es comme Terminator ». Pour dompter ce bras mécanique, Roman doit suivre un long processus de rééducation. Des heures et des heures d'apprentissage face au miroir ou avec sa kinésithérapeute pour obtenir des mouvements fluides les plus naturels et précis possibles. Après un an de travail intensif, la kiné se dit très satisfaite du résultat. Le résultat parfait est quand l'utilisateur n'a plus vraiment besoin de penser à ce qu'il veut faire. Quand l'utilisateur peut par exemple enfin dire « si je bouge ma prothèse, je bouge mon membre fantôme en même temps » ou inversement. Et je pense que c'est parfait d'arriver à ce contrôle intuitif. Par exemple, pour prendre quelque chose, ce n'était pas facile. Par exemple, le pot de yaourt. Je peux maintenant le prendre avec une main et manger de l'autre. Avant, je devais le faire avec une main. Nous sommes chez Ottobock, le leader mondial de la prothèse. Depuis la petite ville de Duderstadt en Basse-Saxe, le géant allemand emploie 7000 personnes dans 50 pays et réalise un chiffre d'affaires annuel dépassant le milliard d'euros. Le groupe est très fier de présenter cette technologie de pointe. Mais pour maîtriser intuitivement ce bras électronique, Roman a dû subir de lourdes opérations chirurgicales. Nous avons pris les nerfs du bras et nous les avons amenés jusqu'au muscle de son bras supérieur, ici. Donc les nerfs de là ont été amenés au muscle ici. Par conséquent, il ne ressent plus de douleur et il peut utiliser ses muscles pour guider sa prothèse. Chaque impulsion musculaire est en fait captée par une électrode qui traduit le signal en mouvement. Vous pouvez voir à l'intérieur de la prothèse, il y a 4 électrodes. 4 électrodes qui sont responsables de toutes les fonctions de la prothèse. À peine 200 personnes à travers le monde sont actuellement équipées de cette technologie qui fait donc figure d'exception. Mais comme Roman, de plus en plus de personnes devraient voir leur vie changer. C'est un vrai plus dans ma vie. Ça a certainement amélioré ma vie. Et ma qualité de vie aussi, évidemment. Je peux faire beaucoup plus de choses maintenant. Je suis à nouveau un être humain normal, avec 2 mains. Ce soir, nous vous emmenons dans un voyage aux frontières de la vie. Mon but ultime dans la vie, c'est d'atteindre la vie éternelle. Comment les technologies vont-elles nous aider à repousser la mort? Pour certains, c'est avant tout en remplaçant nos organes défaillants. Une personne qui va avoir besoin d'une greffe de peau va mettre directement son bras ou sa main dans une imprimante qui va recréer de la peau directement sur le patient. On a développé une prothèse qui vient se mettre dans le thorax, à la place du cœur natif. Mais en pratique, sommes-nous déjà prêts? Quand M. Hergé dessinait sa fusée pour aller sur la Lune, les gens riaient. On a été sur la Lune. Est-ce que ce sera possible? Peut-être. En tous les cas, c'est très difficile de l'affirmer. Une véritable révolution se prépare. Nous serons un jour capables de soigner nos maladies avant même qu'elles n'apparaissent.
Si on a la possibilité de ne pas vivre moins longtemps qu'une autre, pourquoi s'en passer? Mais qui investit dans ces technologies? Il est probable que les géants du numérique vont investir dans la santé des dizaines de milliards de dollars dans les 20 à 30 années qui viennent. Et qui pourra se les payer? Est-ce qu'on risque d'arriver dans une société où certaines personnes pourront se le payer et d'autres non? La réponse est oui. C'est hyper frustrant évidemment, hein. Donc on ne fait pas la médecine pour être rentable, on fait la médecine pour aider les patients. Nous avons mis en lumière plusieurs avancées médicales et scientifiques et posons donc cette question: serons-nous bientôt immortels? De tout temps, les films de science-fiction ont imaginé un moment où la frontière entre l'homme et la machine serait de plus en plus mince. Comme une voiture dont on allonge la vie en remplaçant les pièces, le corps humain serait mécaniquement prolongé. Les scénaristes de films n'étaient pas si loin de la réalité. Guy Martin se promène tous les jours dans les rues de Libin avec son chien. Ces promenades quotidiennes peuvent paraître banales, mais elles relèvent en fait du miracle pour ce jeune trentenaire. Guy a bien cru qu'il ne remarcherait jamais. Il y a 12 ans, il fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, suite à un grave accident de voiture. Elle est là. Et puis là, on voit bien qu'elle est pliée en deux. Et là, c'est mon arbre. C'était un charme. Donc voilà. Vous aviez quel âge à l'époque? 20 ans. J'ai fait une dissection de la carotide, le sang a pu monter à la tête comme il faut, et puis là, c'était la cata. Quand je me suis réveillé, j'ai fait 10 jours de coma. Quand je me suis réveillé, j'avais tout le côté droit qui n'allait plus. Après, c'était une longue convalescence, donc un an et demi chaise roulante, un an sans parler. Parce que, comme intubé, ils ont touché une corde vocale qui était paralysée aussi. Donc voilà. Et puis après, c'était la kiné intensif. Guy doit alors tout réapprendre. Des années de rééducation sans relâche lui permettent de récupérer la mobilité dans son bras et sa main droite, mais malgré ses efforts, sous son genou droit, plus rien ne bouge. Seule solution, porter une attelle très contraignante au quotidien. Mais il y a 6 mois, Guy Martin subit une opération chirurgicale unique en son genre à l'hôpital de Montgodine. Un chirurgien implante un stimulateur électrique sur le nerf de sa jambe droite. Relié à une électrode, il permet d'activer le muscle qui relève le pied de Guy, un membre qui n'avait plus bougé depuis 12 ans. Le changement est radical. Disons que maintenant, j'ai plus mon pied qui est bloqué. Ouais. Tandis qu'avec la telle, il est toujours bloqué à 90 degrés. Tandis que là, maintenant, il bouge dans tous les sens. C'est nickel. Il est comme l'autre d'à côté. Le professeur Thierry Deltombe accompagne Guy dans sa rééducation depuis des années. Il nous explique à quoi sert l'électrode implantée. Cette électrode est reliée avec un petit câble qui passe ici sous la peau à un boîtier de stimulation qui est juste ici. On voit une petite cicatrice en V. Et au-dessus de ce boîtier de stimulation que l'on sent palper sous la peau, que tu actives via cette électrode qui est collée sur ta peau, qui elle-même est connectée à un petit boîtier de stimulation. Grâce à un capteur placé dans le fond de sa chaussure, un signal est envoyé au boîtier. Chaque fois que Guy lève le talon, l'électrode s'active et ordonne alors aux muscles de lever le pied. Sur la table d'examen, le jeune homme s'amuse même avec ce capteur pour nous montrer la facilité avec laquelle son pied bouge enfin. Pas l'impression d'être un peu presque un homme un peu machine quelque part? Non, pas du tout, vu que je sais plus bouger mon pied, maintenant je le sais, donc c'est mieux pour moi. C'est pas pour le faire bouger plus ou plus fort, c'est pour qu'il bouge tout seul, comme l'autre de l'autre côté, quoi. Donc voilà. En 6 mois de temps, il a déjà repris un tonus et un volume qu'il n'avait pas précédemment. Donc voilà, donc ça c'est toujours une bonne nouvelle. Donc l'idée étant aussi, si on utilise cette stimulation et si on va renforcer ce muscle au fur et à mesure du temps, est-ce qu'on va le renforcer suffisamment que pour pouvoir se passer la stimulation un jour? C'est ce qu'on appelle l'effet thérapeutique. L'utilisation de la stimulation au long cours va-t-il permettre de s'en passer? En attendant, la technologie implantée dans le corps de Guy le soutient à chaque pas. Vas-y, va sans hésiter, petit pas, t'écrases, t'y vas. Hop, hop. Bien, bien stable, super. Sa marche a retrouvé une fluidité presque naturelle, il est d'ores et déjà convaincu des avantages.
C'est pas possible, quoi, j'y croyais plus, moi. Non, j'y croyais plus. Bon, le seul problème, c'est qu'il faut pousser ce petit bouton, c'est tout. De par moi-même comme ça, je ne serais pas à le faire, quoi, mais c'est pas grave, quoi. Regardez maintenant, quand je marche, je vois pas la différence. C'est que bien. Si, c'est parfait. Non, j'étais super étonné, je me dis, voilà un revenant. Ça faisait combien de temps que vous ne l'aviez plus vu bouger? 12 ans, 8 mois, 12 jours. Grâce à la technologie, le handicap de Guy a presque disparu. Il espère maintenant retrouver un emploi et une vie normale. Mais la technologie veut aller encore plus loin. Aujourd'hui, certains rêvent déjà de fabriquer de nouveaux organes pour remplacer ceux qui sont défaillants. Dans ce domaine, la science avance à pas de géant. Bienvenue à Bordeaux. Dans cette start-up créée en 2014, on trouve ce qu'on appelle une bio-imprimante. Entendez, une imprimante 3D qui permet l'impression de tissus humains. Ici, on imprime tous les jours de petits morceaux de peau grâce à la technologie laser. Alors, la bio-impression laser, effectivement, est très précise. Alors, pourquoi? Parce que les faisceaux laser, comme on le voit aujourd'hui dans toutes les technologies, sont des technologies de pointe. On peut être précis au micron. Donc on va pouvoir générer un motif de cellules précis au micron. On va pouvoir recréer des motifs de formes différentes avec des espacements différents. Des cellules de peau démultipliées et transformées en bio-encre sont donc imprimées couche par couche sur ces petits réceptacles. Ces cellules passent ensuite à une phase de maturation dans des incubateurs chauffés à la température du corps humain. En fait, il y a différentes couches au niveau de l'épiderme et ces couches apparaissent au fur et à mesure du temps. Donc si on veut quelque chose de complet, c'est à peu près une vingtaine de jours, il faut compter. Au final, une véritable prouesse biotechnologique. Sur ces membranes, de fines couches de peau qui bientôt pourraient soigner par exemple les grands brûlés. L'avenir pour moi, c'est une personne qui va avoir besoin d'une greffe de peau, va mettre directement son bras ou sa main dans une imprimante qui va imprimer des cellules et qui va recréer de la peau directement sur le patient. Qui sera compatible parce qu'on aura prélevé directement les cellules du patient, donc la peau sera saine et sera acceptée. Entre imprimer de la peau aujourd'hui et imprimer un organe complet demain, il n'y a qu'un pas qu'il est très tentant de franchir. En Europe chaque jour, 16 personnes perdent la vie en attente d'une greffe. Si l'on pouvait imprimer un foie, un cœur ou un rein, nous pourrions repousser ce taux de mortalité. Certains y croient, mais à Bordeaux on tempère. Hors de question, nous dit-on, de donner aux malades de faux espoirs. Il faut rester lucide sur la capacité de ces technologies ou la capacité actuelle de ces technologies à produire de telles structures. Et je dirais que pour des organes aussi complexes que le rein, le cœur ou même le foie, donner un horizon temporel présente un certain risque parce qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments entre les mains pour dire en 2030 par exemple, on sera en mesure de fabriquer un organe aussi complexe que ça. Est-ce que ce sera possible? Peut-être. En tous les cas, c'est très difficile de l'affirmer. Fabriquer des organes humains complexes à partir de nos propres cellules, ce n'est donc pas encore pour demain. Mais il y a une autre voie, celle des organes artificiels. Des machines sophistiquées, truffées d'électronique, qui pourraient très bientôt sauver des vies. Retour en Belgique, à l'hôpital Saint-Pierre. Au bloc opératoire ce jour-là, le professeur Didier de Canière, un de nos plus éminents chirurgiens, s'apprête à soigner le plus vital de nos organes, le cœur. Cette dame a un problème qui est fréquent, qui est un rétrécissement de la valve aortique. Cette valve qui est en fait la porte de sortie du cœur et qui s'ouvre et qui se ferme à peu près 100 000 fois par jour. Elle s'use au fil du temps et ça conduit inéluctablement à l'insuffisance cardiaque sans traitement et au décès du patient dans l'année ou les 18 mois qui suivent par rapport au cas de cette dame qui est ici sur la table. Pour sauver cette patiente, une seule solution, remplacer la valve par une prothèse. Commence alors un impressionnant travail de dentelle. Une opération qui doit se faire sur un cœur à l'arrêt. Pendant 1 heure et demie maximum, cette impressionnante machine le remplace.
Comme le cœur, cette pompe va oxygéner le sang et le réinjecter dans le corps du patient. C'est de la routine, ça ou Ça, c'est de la routine, oui. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait quasiment pour toutes les interventions. Mais le monde médical se fixe des objectifs encore plus ambitieux. Dans ce bloc opératoire, on sera un jour capable d'implanter des cœurs entièrement artificiels, des prothèses mécaniques qui sauveraient la vie de nombreux patients. On parle de 250 000 nouveaux patients en Europe qui ont une insuffisance cardiaque terminale, pour qui le traitement idéal serait la transplantation, mais on fait 2200 transplantations annuelles en Europe. C'est dire qu'il y a de la marge pour des techniques alternatives. Disons que le cœur artificiel total, clairement, à mon sens, a un champ d'application qui est évidemment très large. Ce cœur artificiel, nous sommes allés le voir à Vélizy, en banlieue parisienne. Derrière ces murs se prépare depuis des années ce qui relève des plus grands fantasmes de la science-fiction. Des dizaines de biologistes et d'ingénieurs d'Airbus ont réuni leurs efforts pour créer ce sacré Graal, un cœur artificiel capable de remplacer l'organe qui nous maintient en vie. C'est une prothèse qui est constituée comme un cœur natif de 2 ventricules, 4 valves, avec des connexions en fait, qui sont ces zones ici, qu'on va connecter en fait, aux oreillettes. On a également des capteurs positionnés sur les pompes qui nous permettent de contrôler le volume qui est dans le dispositif, volume de sang. Et l'ordinateur qui est à l'intérieur, le cerveau du cœur finalement, peut recalculer à partir de ces informations quel débit est nécessaire pour le patient à tout moment. Un concentré de technologie qui permettrait à la prothèse de répondre comme un vrai cœur aux besoins du corps humain. Typiquement, lorsque vous vous levez de votre lit un peu brusquement le matin, votre pression artérielle a tendance à chuter, le dispositif va le détecter et augmenter sa fréquence pour corriger en fait, ce petit problème de retour veineux qu'on a au lever du jour. Une première phase d'essai sur l'homme a déjà prouvé la faisabilité du concept. Des patients qui n'avaient que quelques jours à vivre ont survécu plusieurs mois. Une deuxième phase visant à implanter 20 patients est actuellement en cours. C'est elle qui permettra de mettre la prothèse sur le marché. Mais le premier patient n'a pas survécu plus de 2 mois. Malheureusement, ce patient est décédé rapidement. Son cadre clinique était assez bon, assez stable. Et grâce aux jours durant lesquels il a vécu, on a pu observer beaucoup de choses sur ce nouveau système d'autorégulation qui est vraiment réconfortant pour le futur. Donc grâce à cette personne qui a accepté d'être enrôlée dans cette étude, on a pu confirmer que l'algorithme que nous utilisons pour la régulation du flux du sang a bien fonctionné durant les 2 mois de vie de ce patient. Donc ce n'est pas la prothèse qui est la cause de son décès. Aujourd'hui, basé sur les expertises qu'on a menées, la prothèse est hors de cause, selon nos expertises. Le PDG de l'entreprise nous assure donc que le cœur artificiel n'est pas la cause de ce premier décès. Il reste d'ailleurs plus qu'optimiste sur l'avenir de cette technologie. Quand M. Hergé dessinait sa fusée pour aller sur la Lune, les gens riaient. On a été sur la Lune. Donc, si vous voulez, j'ai aucun doute que demain, avec l'avènement des technologies, on sera capable, peut-être pas de faire un homme reconstitué à 90%, mais on pourra reconstituer beaucoup des particules. Je pense qu'il y a 40 ans, c'était complètement fou de pouvoir penser à une technologie comme Carmat. Mais à quel prix pourra-t-on reconstituer un homme? Difficile d'obtenir ici une réponse claire sur le coût de la prothèse Carmat. Ça coûterait, dès la première année, moins cher si on compte le coût des drogues pour l'immunosuppression pour anti-rejet. Ça coûterait moins cher, a priori, que la transplantation d'un cœur humain la première année. Il y a eu des communications dans le passé. C'était une fourchette entre 130 000 euros, 170 000 euros. Mais je pense que c'est un peu prématuré. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se concentre sur les bonnes questions. En tout cas, à notre niveau, on n'est pas encore à la phase de marketing. Quelle sécurité sociale sera capable de rembourser des sommes pareilles? Nous retrouvons Didier de Canières après l'opération à cœur ouvert à Saint-Pierre. Lui aussi estime qu'un cœur artificiel permettrait de faire des économies, mais il ne sous-estime pas le risque pour nos sociétés. Est-ce qu'on risque d'arriver dans une société où certaines personnes pourront se le payer et d'autres non? La réponse est oui. Je pense qu'il faut remettre là le médecin au centre aussi un peu de ces débats sur les décisions. Il y a des considérations qui sont des considérations techniques, comme pour la transplantation cardiaque, où le système est bien fait et il faut s'en inspirer.
La question du prix ne se pose pas que pour le cœur artificiel. Comptez 20 000 € pour la technologie implantée dans la jambe de Guy. Une somme qu'il n'aurait pas pu débourser seul, mais la société qui a créé l'implant a tout pris en charge. Une façon de lancer son produit en Belgique pour finalement le retirer du marché. La compagnie mère au niveau mondial a décidé d'arrêter la commercialisation du système pour des raisons dont j'ignore les détails, mais probablement aussi à titre commercial, puisque je pense qu'ils n'en vendent pas assez pour être rentable, peut-être. C'est hyper frustrant, évidemment. Hein. Donc, on ne fait pas la médecine pour être, entre guillemets, rentable. On fait la médecine pour aider les patients. Mais ça va à l'encontre de l'histoire. Donc, je suis persuadé que dans l'avenir, d'autres systèmes, d'autres compagnies arriveront. Parce que, franchement, c'est à contre-courant de tout ce qui se passe en termes de recherche et aussi de développement concret sur le terrain. Au lieu de remplacer nos organes, d'autres chemins sont possibles pour repousser les frontières de la mort. Depuis la nuit des temps, l'homme rêve de découvrir la fontaine de jouvence, un élixir qui permettrait de rajeunir et d'effacer les maladies. Mieux, un accès à la connaissance universelle pour nous permettre de mieux comprendre notre corps et prévenir ces maladies. Nous n'en sommes pas encore là, mais il y a quelques années, les scientifiques ont réussi à percer un des plus grands mystères de l'humanité, notre ADN. Présent dans chacune de nos cellules, cette molécule en forme de double hélice est notre carte d'identité. On peut aujourd'hui séquencer cet ADN, c'est-à-dire cartographier les 3 milliards de marqueurs chimiques qui le composent. Ils définissent nos caractéristiques physiques, comme la couleur de nos yeux ou de nos cheveux, mais aussi et surtout nos prédispositions à certaines maladies, comme le cancer ou Alzheimer. Une révolution technologique et médicale qui a sans doute sauvé la vie de Karine et Nathalie. Comme une femme sur 9 avant l'âge de 75 ans en Belgique, ces deux sœurs ont développé un cancer du sein à 6 mois d'intervalle, une maladie qui, avant elles, a touché leur mère. Ah bah ça, c'est le premier anniversaire de Lisa. Maman venait de terminer ou elle avait déjà terminé sa première chimio. Et là, elle a sa perruque, quoi. Ça, c'est ses cheveux qui avaient déjà repoussé. Le cancer du sein emporte leur mère en 1998, après 3 ans de bataille. Maman, je me souviens, elle a perdu énormément de poids, elle ne mangeait plus rien. Elle ne mangeait plus rien parce qu'elle avait plein d'aftes dans la bouche, elle avait mal quand elle mangeait. Il n'était pas question évidemment de parler de génétique, etc. puisque je pense qu'on n'en connaissait pas grand-chose à l'époque, c'était en 95. Et c'est vrai qu'on n'en parlait pas encore comme maintenant, ça c'est clair. Pourtant, après la chimiothérapie et la guérison de leur cancer, le séquençage de l'ADN a été l'une des clés du traitement de Karine et Nathalie. C'est à l'Institut Bordet, en plein cœur de Bruxelles, qu'on leur découvre une mutation génétique, un gène défectueux hérité de leur mère. Est-ce que tu vas bien au niveau des cicatrices? Ça va, ça se passe bien. J'ai, disons, un petit peu de tiraillement du côté gauche, mais... Très bien. Moi, je vais passer l'examen maintenant, comme on fait d'habitude. D'accord. Cette mutation augmente fortement le risque de faire un deuxième cancer. Pour l'éviter, une des solutions qu'on leur propose est de faire une ablation préventive des 2 seins et des 2 ovaires. En 2013, souvenez-vous, Angelina Jolie porte cette option thérapeutique à la une de l'actualité. Porteuse de la même mutation génétique que Karine et Nathalie, elle recourt elle aussi à l'ablation préventive avant même de développer un cancer, une décision radicale, parfois mal comprise à l'époque. Et je me suis dit, mais ils sont fous ces Américains, faire une ablation alors qu'on n'est pas malade. Donc c'est vrai que quand j'ai su que je risquais vraiment de faire un deuxième cancer, j'avais déjà dû traverser des épreuves très difficiles avec la chimio. Je me suis dit, je ne veux pas prendre le risque d'en avoir un deuxième. Si on a la possibilité de ne pas vivre moins longtemps qu'une autre, pourquoi s'en passer ? Malheureusement, le risque zéro n'existe pas, mais Karine et Nathalie ont désormais mis toutes les chances de leur côté. Il faut dire que le séquençage d'ADN qui a permis de détecter leur mutation génétique a beaucoup évolué. Il y a quelques années, on pouvait le faire, les technologies n'étaient pas aussi avancées pour le faire assez rapidement. Des fois, on attendait 6 mois, 8 mois pour le faire. Et maintenant, les technologies, ils ont tellement évolué. Je parle d'une révolution technologique qui fait qu'on peut détecter cette mutation aussi
bien que d'autres très rapidement et de manière très efficace. Imaginez, il a fallu 13 ans pour achever le premier séquençage complet de l'ADN humain. C'était il y a un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, il se fait en quelques jours seulement dans le laboratoire de l'Institut Bordet. Les échantillons d'ADN de Karine et Nathalie sont passés par ce séquenceur. La machine a analysé un à un leurs chromosomes et c'est là qu'on a détecté la mutation héréditaire. Le séquençage d'ADN a déjà révolutionné le traitement de certains cancers et il suscite encore de nombreux espoirs. On a fait des énormes avancées pour d'autres cancers, comme par exemple le mélanome, comme par exemple le poumon, où on a identifié effectivement des mutations dans lesquelles on a développer des médicaments qui ciblent ces mutations. Dans les cancers du sein, on n'est pas encore là, on commence, donc il y a beaucoup d'études, des essais cliniques en cours. On connaît maintenant quelles sont les mutations qui sont responsables de l'apparition d'un cancer du sein et on est dans la phase du développement de drogues, de médicaments qui vont cibler ces anomalies qu'on peut identifier grâce à cette technologie. Si cette technologie fait déjà ses preuves pour lutter contre des maladies comme le cancer, nous n'en serions qu'au balbutiement. Laurent Alexandre est un médecin français aux multiples casquettes. Urologue, diplômé de Sciences Po et de l'ENA, c'est aussi un redoutable homme d'affaires qui participe à la création de Doctissimo.fr. Aujourd'hui installé en Belgique, il investit notamment dans le séquençage d'ADN qui s'est drastiquement démocratisé avec le temps. Le coût s'est effondré. On est passé de 3 milliards de dollars pour le premier séquençage à aujourd'hui une fourchette entre 1000 et 2000 euros pour un séquençage complet de nos chromosomes. D'autres facteurs influencent notre santé comme l'environnement ou l'hygiène de vie. L'ADN ne fait donc pas tout. Mais en possession de sa cartographie, un médecin sera capable de nous proposer un traitement entièrement personnalisé et de prévenir nos maladies avant même qu'elles se déclarent, de quoi chambouler les pratiques médicales actuelles. Alors cette médecine, qui semble aujourd'hui de la science-fiction, elle va devenir réalité progressivement entre 2020 et 2030 et ça va être une révolution pour les malades, une révolution aussi pour la sécurité sociale. Il va falloir que les médecins apprennent à traiter ces montagnes d'informations alors que jusqu'à présent, leurs études ne les avaient pas du tout préparés à ces nouvelles tâches. Toutes ces avancées scientifiques et médicales se font en Europe, mais nous sommes encore loin, très loin de ce qui se passe outre-Atlantique. Pour certains, l'Europe serait larguée face à de nouveaux acteurs. Pour en savoir plus, nous avons pris l'avion direction les États-Unis et la Californie. Derrière le fameux pont du Golden Gate, San Francisco et la célèbre Silicon Valley, l'épicentre mondial de l'innovation. Là, les géants du numérique investissent massivement dans la santé. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a par exemple lancé un plan de 3 milliards de dollars pour éradiquer l'ensemble des maladies humaines d'ici 2100. Dans la localité de Mountain View, nous découvrons le siège de Google, une véritable petite ville où les employés se déplacent à vélo ou en voiture sans chauffeur. Le premier moteur de recherche au monde a créé une filiale dont l'objectif est la lutte contre le vieillissement. Calico emploie des généticiens, biologistes ou informaticiens qui tentent de vaincre la mort dans le plus grand secret, dans ce bâtiment très discret, aux vitres teintées. Pour les dirigeants de la Silicon Valley, la mort constitue la dernière frontière, l'ultime limite qu'ils entendent bien dépasser grâce aux nouvelles technologies. La maladie, dans notre monde numérique, elle se traduit en signaux informatiques, elle se traduit en beaucoup de données. Et les géants du numérique sont bien sûr les plus capables de traiter ces montagnes d'informations, ces montagnes de données. L'avenir dira si les géants de la Silicon Valley ont révolutionné la santé comme ils le prétendent aujourd'hui. En tout cas, ils y mettent des moyens gigantesques. Et à titre personnel, je pense qu'ils vont beaucoup bouleverser l'exercice médical et beaucoup bouleverser la vie de nos patients dans les 15 années qui viennent. Et c'est vrai que dans le domaine, les Américains dépensent sans compter. Établi sur l'un des plus grands sites de recherche de la NASA, nous voici à la Singularity University, l'université de la singularité financée entre autres par Google. Cette faculté du futur propose aux dirigeants d'entreprises des cours intensifs au prix exorbitant, 12 000 € pour 7 jours. On prêche ici les grands principes du transhumanisme,
Un courant de pensée bien installé au cœur de la Silicon Valley, selon lequel les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle vont révolutionner le monde de façon exponentielle. C'est ce que nous explique Michael Gillam, médecin, entrepreneur, informaticien et conférencier, dans un discours bien ficelé. Vous avez sans doute vu qu'on place des implants rétiniens dans les yeux des gens pour qu'ils puissent voir. L'œil humain peut voir environ 600 millions de pixels, c'est la résolution de nos yeux. Ces puces qu'on place aujourd'hui sont d'environ 1600 pixels. Il y a donc encore du chemin à faire. Mais si on regarde les données, on se rend compte que l'amélioration de cette résolution est exponentielle. Si cette tendance continue, dans une vingtaine d'années, les puces qu'on place dans les yeux seront équivalentes à la vision humaine. Ce qui veut dire que 2 ans plus tard, cette résolution va doubler. Et 2 ans après, elle va encore doubler et encore doubler. Cela veut dire que dans le futur, le fait de soigner les personnes aveugles nous permettra d'avoir une vue surhumaine. Nous serons même jaloux des gens nés avec ce handicap parce qu'ils auront de meilleurs yeux que nous. La Singularity University prône donc un futur où l'homme ne serait pas juste soigné, on nous déclare sérieusement qu'il sera possible de l'améliorer. L'être humain sera doté de super pouvoirs, il verra mieux et plus loin sera plus fort, bref, toutes les qualités d'un super-héros. Et dans cette vision utopique du futur, le plus grand nombre aurait accès à cette technologie, dont le prix baisserait lui aussi de façon exponentielle, toujours selon Michael Gillam. C'est un peu comme avec Tesla. Les premières voitures Tesla coûtaient plus de 100 000 $. Mais cet argent a servi à financer les nouvelles Tesla, qui ne coûteront plus que 30 000 $. Les technologies suivent ce type de courbe. Donc c'est l'inégalité au départ, puis il faut être patient. Oui, c'est une façon de l'expliquer. Inégalité au début, égalité vers la fin. Mais sur place, il faut bien avouer que nous avons été un peu déçus. Impossible de nous montrer les laboratoires où on travaille sur ces fameuses technologies du futur. Nous n'avons vu que des salles vides en attente d'étudiants fortunés. Il n'empêche qu'à San Francisco et dans la baie, ces idées ont fait du chemin. Nous avons rencontré Zoltan Istvan, un Américain qui a fait du transhumanisme un véritable parti politique. Son programme, rien de moins que l'immortalité. Celui qu'on surnomme le candidat de la vie éternelle nous ouvre sa porte, mais pas n'importe comment, grâce à une puce implantée dans sa main. Donc ici, pas besoin de clé pour entrer dans la maison. Non, juste une puce dans ma main, et puis... C'est aussi facile. Dans son salon, trône fièrement l'affiche de sa candidature malheureuse à la présidentielle américaine de 2016. C'est un de nos posters du parti transhumaniste. Partout où on allait, on le montrait et les gens en parlaient. S'il n'a pas atteint la Maison-Blanche, Zoltan Istvan a tout de même réussi à attirer l'attention des médias. Dans un bus de campagne en forme de cercueil, le bus de l'immortalité, il a fait le tour du pays, provoquant même les plus conservateurs de ses concitoyens, l'occasion de répandre la bonne parole transhumaniste. Le but du parti transhumaniste est de placer la santé, la science et la technologie au devant de la politique américaine et même de la politique mondiale. Mon but ultime dans la vie, c'est d'atteindre la vie éternelle ou l'immortalité grâce à la science et à la technologie. D'autres transhumanistes ont pour objectif de devenir des robots ou des machines d'intelligence artificielle, quelque chose qui n'est plus humain. Mais pour moi, la tâche la plus importante est de vaincre la mort. Mais si tout le monde atteint l'immortalité comme l'espère Zoltan, comment vivrons-nous alors sur une Terre déjà surpeuplée? Là aussi, les transhumanistes semblent avoir la solution miracle. Je crois que le monde peut probablement accueillir 15 milliards de personnes. La question qu'il faut se poser est comment gérer cette population. Est-ce qu'on détruit la terre et les forêts tropicales? Est-ce qu'on continue à manger les animaux? Ou peut-être que dans le futur transhumaniste, nous ne mangerons plus du tout. Nous ne devrons plus manger d'animaux parce qu'on implantera dans notre peau de l'ADN de plantes pour réaliser la photosynthèse avec le soleil. Des transhumanistes travaillent là-dessus en ce moment. Quand on s'intéresse aux problèmes environnementaux, il faut sortir des sentiers battus. Ce discours paraît évidemment farfelu, voire effrayant, mais pour certains, il est indéniable que les progrès technologiques réalisés ces dernières années sont prometteurs et qu'ils influenceront certainement notre espérance de vie. Un enfant qui naît aujourd'hui
n'aura que 84 ans en 2100. Il va donc bénéficier de progrès technologiques absolument extraordinaires tout au long du XXIe siècle. De quoi vivent peut-être déjà 150, 180 ans, ce qui permettrait à ces enfants d'atteindre les années 2200 et de bénéficier là encore de progrès tout à fait exceptionnels dans le prochain siècle. On voit bien que théoriquement, cela permettra peut-être aux enfants qui naissent aujourd'hui d'avoir des vies beaucoup plus longues que nous en avons aujourd'hui. Des déclarations bien séduisantes que seul le futur nous permettra de vérifier. Pour finir notre enquête, loin des rêves transhumanistes et des hommes cyborgs, nous rencontrons deux champions belges de la longévité. Casquette vissée sur la tête et basket aux pieds, André Jassogne et Raymond Raskin sont les doyens des 20 km de Bruxelles. À 89 et 88 ans, ils n'ont raté aucune des 37 éditions. D'emblée, nous avons voulu connaître le secret de leur forme épatante. Il faut rester en forme, c'est évident. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester assis, coincé quelque part, et il faut avoir des activités très variées. C'est ça aussi. Et il ne faut pas justement penser à ce genre de choses. Oh, moi je peux pas, moi je pourrais pas. Il y a des tas de gens qui vous disent oh, moi je pourrais pas, mais ils n'ont jamais essayé. Hein? C'est un petit peu ça, au fond, qui fait la différence. Hein? Jamais fumé, sauf 3-4 cigarettes à l'âge de 15 ans, comme tous les jeunes, pour me rendre compte que c'était, je m'excuse du mot, dégueulasse. Donc j'ai jamais plus fumé. Boire, bon, un verre de bière de temps en temps, un verre de vin de temps en temps, mais sans excès. Une réponse désarmante de simplicité. Après tout, il n'y a peut-être pas de solution miracle pour atteindre la vie éternelle. Je suis plutôt fier de moi, hein. Ça aussi. Moi, je ne sais pas de la fierté, je suis content d'être en bonne santé. Ben oui, c'est ça, quoi. Hein. Je ne m'en fais pas trop. La vie continue. J'espère qu'elle continuera encore jusqu'à mes 100 ans. Pas plus. Certains ne veulent donc pas de l'immortalité. Pour beaucoup, seule la mort donne du sens à la vie. En attendant l'avènement des nouvelles technologies accessibles à tous, les autres se contenteraient bien d'avoir la chance de vieillir en bonne santé, comme Raymond et André.